Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire. Donc, le sujet va être l'impact d'une bonne planification financière et fiscale sur votre patrimoine. Je me présente, je suis Audrey, conseillère en transfert d'entreprise touristique pour le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Avant tout, merci aux partenaires présentateurs, commanditaires et co-créateurs du webinaire IG Gestion de patrimoine. Donc, pour vous donner quelques détails techniques, l'événement va durer jusqu'à 13h30. En soutien technique, nous avons Nolwenn et Elodie. Vous ne les verrez pas, mais il est possible que vous les entendiez à quelques reprises. Concernant le fonctionnement des questions, donc, vous avez la rubrique Q&A dans laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. Inscrivez vos commentaires dans la rubrique chat et nous allons avoir une période pour répondre aux questions à la fin du webinaire. Donc, on va maintenant passer à la partie présentation des conférenciers. Donc, nous allons parler aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, de l'impact d'une bonne planification fiscale et financière sur votre patrimoine. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui Geneviève Leroux, directrice générale planification fiscale et successorale chez IG Gestion de patrimoine. Nous avons également Marc-Antoine Red, planificateur financier, représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière également chez IG Gestion de patrimoine. Bonjour à vous deux. Donc, nous allons maintenant, avant de débuter le webinaire, vous présenter quelques statistiques reprenariales afin de vous donner un portrait des occasions pour les acheteurs, mais également des enjeux que nous avons actuellement au Québec pour les vendeurs. Donc, pour vous expliquer un petit peu la situation, on a constaté que d'ici 2025, nous allons avoir plus de 34 000 entrepreneurs qui comptent céder leur entreprise au Québec. Parmi ces entrepreneurs-là, nous allons avoir 11 600 entrepreneurs qui comptent fermer leur entreprise en 2020. Ce sont des statistiques de 2020, pardon. Concernant les intentions de transfert, donc entre 2021 et 2022, on a particulièrement constaté une hausse d'intentions de transfert qui s'est vue croître et multipliée par 2. D'ailleurs, ces intentions de transfert, effectivement, elles peuvent être dues notamment à la pandémie, au fait que certains propriétaires d'entreprises ont perdu un petit peu leur motivation, mais pas que. Elles sont aussi dues au fait que nous avons un nombre croissant de baby-boomers au Québec qui sont des propriétaires d'entreprises et qui ont besoin de partir à la retraite et qui cherchent actuellement de la relève. D'où la création du CETEC pour aider ces entrepreneurs-là. Pour vous présenter un bref portrait, on peut revenir sur la slide précédente, du taux de transfert d'entreprise en 2021 au Canada au complet. Il faut savoir qu'on transfère une proportion plus grande d'entreprises au Québec qu'au Canada. Le taux de transfert d'entreprises au Québec, comme on le voit ici en 2021, était en hausse à 44,3% comparativement au Canada, qui lui s'élevait à 27,6%. Ce qui montre à quel point l'écosystème reprenarial au Québec est unique et à quel point on a besoin d'accompagner ces entrepreneurs dans leur processus de relève. On va pouvoir maintenant passer à la slide suivante pour justement montrer l'accompagnement que le CETEC a fait depuis sa création, donc depuis 2015. Nous avons permis donc 2026 transferts initiés, ce qui a abouti sur plus de 1000 transferts qui ont été complétés à ce jour. Nous avons au total accompagné plus de 15 000 entrepreneurs et 4 400 entreprises, ce qui représente quand même un chiffre assez conséquent de 5,7 milliards de chiffre d'affaires au Québec. Donc, ce qui est vraiment une belle proportion par rapport à tous les emplois qui ont été sauvés et aussi aux entreprises qui ont permis de continuer à pérenniser les écosystèmes. On va maintenant pouvoir passer à la présentation suivante avec les étapes clés du transfert d'entreprise. Donc, comme vous le voyez dans ces processus ici, le processus des cédants en bleu et le processus des repreneurs en vert. Cette slide est simplement pour vous expliquer que le processus de transfert a été coupé en différentes étapes et que vous soyez cédant ou repreneur, chacun a de nombreuses étapes et de nombreuses préparations à faire pour préparer l'entreprise, mais se préparer lui aussi en tant que personne à vendre l'entreprise. Pour pouvoir rentrer dans le contexte du sujet aujourd'hui, donc la planification financière et fiscale, il faut savoir que celle-ci concerne davantage aujourd'hui notamment les cédants.
Et on va intégrer les planificateurs financiers et les fiscalistes dès le début du processus dans l'étape 2, notamment à l'identification des experts et dans le comité de transfert, d'où l'importance d'avoir ces personnes-là qui vont pouvoir vous entourer dès le départ afin d'établir les bons scénarios pour vous, pour vendre votre entreprise et optimiser le tout. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos chers panélistes, Geneviève et Marc-Antoine, pour pouvoir faire leur présentation. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce matin pour vous partager la formation et le contenu qu'on a pourvu, qu'on espère que vous allez trouver fort utile pour une vente d'entreprise éventuelle. Donc, je commence un petit peu par parler un petit peu plus là, du rôle du planificateur financier. Là, Audrey a introduit un petit peu le processus et a encouragé à inclure là, dans le comité de transfert là, un planificateur financier. C'est un des messages clés qu'on veut que vous reteniez de la rencontre d'aujourd'hui. Le plus tôt est le mieux pour l'accompagnement d'un planificateur financier qui est habitué de travailler avec des entrepreneurs. Donc, si j'explore un peu plus le rôle pour vous, en fait, le planificateur financier fait partie de l'Institut québécois de la planification financière. C'est toute une démarche là, qui est dictée et inculquée par l'Institut québécois de la planification financière. Une démarche auquel le client, qui est centré autour du client, où est-ce que notre rôle, c'est d'écouter, de conseiller, d'accompagner, d'informer le client à travers une approche 360 qui touche plein de volets qui sont tous interbriqués. Donc, on parle du placement. C'est peut-être un petit peu plus instinctif pour les clients de savoir qu'ils pourraient avoir besoin d'un planificateur financier lorsqu'il y a du placement à femme. Ça va vraiment au-delà de ça. On parle aussi de succession, de protection à travers l'assurance, des finances, de la fiscalité qui est un des grands sujets de la rencontre d'aujourd'hui, des aspects légaux et de la retraite. Si j'allais du côté gauche de la diapositive, on pourrait aussi dire que le plan, dans notre démarche, chaque client a un plan financier qui est étoffé, puis il y a une collaboration qui est importante, partie encore plus avec les entrepreneurs, avec les autres experts qui sont autour du client. Puis la façon que j'aime bien décrire mon rôle de planificateur financier, c'est toujours en mode collaboratif, sans jamais chercher à remplacer les autres experts, mais c'est que mon cercle d'expertise déborde le plus possible sur celui des autres spécialistes sans jamais chercher à les remplacer. Et dans notre approche, tout à l'heure, vous allez découvrir des gens comme Geneviève qui sont importants pour nous, là, qui sont des spécialistes là, de différents volets qui nous permettent d'appuyer ça puis de déborder encore plus ce rôle-là. Puis par la suite, d'accompagner le client avec d'autres rencontres chez des spécialistes à l'externe. Je suis un petit peu plus loin, donc pour l'explorer encore un peu plus, il y a des différentes choses qu'un planificateur financier fait avant, pendant la transaction et après. Je dirais en avant, un des grands rôles, c'est de sensibiliser et attirer l'attention sur plusieurs étapes. Puis, je dirais sensibiliser tout court le client à prendre le temps de s'arrêter, un petit peu comme le font très bien les conseillers du CETEC aussi, de s'assurer que le client a toujours la meilleure structure. J'utilise souvent, lorsqu'on parle au client, l'exemple de l'acheteur fou. L'acheteur fou qui arrive à un moment où est-ce que vous êtes fatigué, vous êtes tanné en tant qu'entrepreneur, puis qui vous offre un prix très alléchant pour votre entreprise, puis vous ébranle un petit peu. C'est quelque chose qui peut arriver, même si initialement, on n'était pas nécessairement prêt à vendre. Donc, d'être toujours prêt pour le scénario de l'acheteur fou, puis d'être capable d'optimiser sa vente si ce scénario-là arrivait. Et dans un autre scénario, qui fait aussi partie de la vie, puis qu'on ne peut pas prévoir, le scénario de décès, mais c'est un petit peu comme s'il y avait une vente d'entreprise aussi au décès. Donc, il y a des choses à bien faire constamment pour avoir la bonne structure pour maximiser l'impact potentiel ou le potentiel d'une vente d'entreprise, qu'elle soit planifiée ou un peu moins. Je dirais aussi, c'est de produire un plan financier complet qui est en fonction des objectifs du client. Quand on pense à vendre une entreprise, entre autres, à mon avis, ça ne devrait pas être le seul critère. Des fois, on peut être tanné, on peut être dû pour faire autre chose. Mais parmi les critères de vente, on devrait, à mon avis, sur le tableau, devrait faire partie aussi de dire, si je la vends au prix que je crois qu'elle vaut, est-ce que je suis correct pour arrêter de travailler si vous êtes près de la retraite? Donc, est-ce que je suis capable d'avoir les sous et la bonne gestion pour avoir la retraite à laquelle j'aspire? Ça, c'est le genre de questions auxquelles un planificateur financier est apte à répondre bien à l'avance, avec de bonnes questions, une photo de la situation financière du client et un bon plan financier. De vulgariser certains concepts applicables qui créent de la richesse. Il y en a plusieurs qui sont très complexes. Encore une fois, si on parle un petit peu plus loin au niveau de la rencontre d'aujourd'hui, on va aller assez loin sur certains endroits. On recommande aux gens de rester bien accrochés si à un moment donné, il y a une petite confusion au niveau des chiffres. Puis assurément, la façon qu'on a construit la formation, vous allez être capable de suivre le fil conducteur, puis même si c'est des petites nuances qui vous échappent, de continuer de suivre qu'est-ce qui est bon pour vous en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce qui pourrait s'appliquer pour vous dans les prochains mois ou dans les prochaines années.
de faire profiter le réseau d'experts. Quand on travaille des dossiers en collaboration avec le CETEC, ça arrive, le CETEC a un excellent réseau d'experts, mais ça arrive qu'on se parle de dire, écoute, le client a besoin d'un fiscaliste. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un? Des fois, le fiscaliste peut provenir de mon réseau. On collabore avec plein de gens. D'accompagner le client chez ces experts-là aussi, comme je le mentionnais. Pendant la transaction, mais on sert de référence puis de guide sur certains éléments. Je dis souvent aux clients, quand on accompagne un client vers un fiscaliste externe, que souvent un guide à une meilleure transaction ne sera pas les réponses que je serais tenté d'avoir à la place de l'autre professionnel, mais plutôt des questions auxquelles je peux penser qu'un client ne serait pas nécessairement apte à penser, qui va faire une transaction plus réfléchie, plus optimale pour le client. Et puis d'ajuster aussi, là, ça arrive qu'on fait des calculs, donc l'acheteur veut acheter des actifs, vous allez voir tout à l'heure, ou les actions, mais des fois, il y a une négociation en fonction de la façon que la vente va se réaliser, puis on peut aider, si on veut, à un éclaircissement là-dessus pour arriver à une transaction satisfaisante pour les deux parties. Sinon, après, bien, assurément d'optimiser le décaissement, de maximiser la durée de l'argent. Souvent, c'est l'objectif, on ne veut pas en manquer pour la retraite auquel on aspire. Puis idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est qu'il en reste le plus possible par la suite aux gens qui dépendent de nous ou qu'on aime. De faire une bonne planification successorale, maximiser la succession, puis de revoir ce plan vivant-là, parce qu'un plan financier, c'est rempli d'hypothèses qu'on se veut conservatrices, mais qu'on va revoir, puis qui vont bien guider le client. Puis la vie de notre client, ça change aussi. Les désirs de notre client changent. Et ça, avoir un plan vivant qui est revu a définitivement une grande influence positive ou un impact positif qui crée beaucoup de valeur chez le client. Sinon, je suis associé à IG Gestion de patrimoine, donc je fais partie de la division gestion privée. Geneviève aussi travaille pour IG Gestion de patrimoine. Pour vous parler un petit peu plus de l'organisation qui a entamé depuis déjà un certain temps une excellente collaboration avec le Centre de transfert d'entreprise puisqu'on intervient avec beaucoup d'entrepreneurs. IG, c'est partout à travers le Canada. C'est un des très gros joueurs de l'industrie financière. On a une approche qui se veut unique en termes de prodiguer de la bonne planification financière. Les clients ont accès à leur plan financier, puis il y a 2000 pratiques, donc 2000 équipes là, indépendantes à titre de travailleurs autonomes qui sont associées à IG Gestion de patrimoine partout à travers le Canada. Et tout près de 110 milliards. Évidemment, les chiffres varient en fonction de la bonne tenue ou de la moins bonne tenue des marchés, mais plus de 100 milliards d'actifs sous gestion. Et ça va bientôt faire 100 ans que ça existe. Donc, une entreprise qui est très solide et établie partout, puis qui a des Canadiens qui atteignent leur objectif financier. Sinon, Geneviève est une experte en la matière, mais je me permets d'introduire, si on veut, un petit peu la base d'un concept qui est vraiment important pour les entrepreneurs, qui s'appelle l'exonération sur le gain en capital. En gros, l'exonération, ce qu'elle permet, c'est d'avoir un congé fiscal pour une partie du gain qui pourrait arriver lors de la vente d'entreprise si certaines conditions sont respectées. Dans le fond, ces conditions-là, quelles sont-elles? C'est qu'il faut vulgariser au maximum. C'est qu'il faut que les actions aient appartenu au vendeur dans les 2 dernières années. Il faut que ça soit une vente d'actions qui ait lieu et qu'il faut qu'au moment de la vente des actions, qu'il y ait 90% des actifs contenu dans l'entreprise qui soit utilisé activement pour opérer l'entreprise. Donc, pas dépasser 10% qui ne le serait pas. Et à n'importe quel moment, 2 ans avant, que l'actif qui n'était pas utilisé, qui n'aurait pas été utilisé pour exploiter activement l'entreprise n'ait pas dépassé 50%. Un exemple qu'on pourrait donner à cet effet-là, quelqu'un qui aurait mis dans sa compagnie opérante un multilogement ou un bloc à logement, un investissement, pourrait se voir disqualifié si ça fait moins de 2 ans que ce bloc-là était dans sa compagnie. C'est un exemple. Donc, ça, c'est l'introduction. L'exonération sur le gain capital est indexée à chaque année et le chiffre de 2023, c'est 971 190 de gains, ce qui représente en gros un peu plus de 258 000 d'économies fiscales. Vous allez voir, il y a plusieurs des choses qu'on va vous présenter qui brodent autour de ça. Puis cette exonération-là, elle peut, sous certaines conditions, avec une bonne planification fiscale, se multiplier aussi. Et vous allez voir à quoi je fais allusion un petit peu plus tard lorsque vous allez découvrir Geneviève, avec qui je collabore sur plusieurs dossiers du type que vous pourriez avoir là, dans l'auditoire aujourd'hui. Puis le fil conducteur qu'on vous propose un petit peu pour la formation d'aujourd'hui, et on croit que c'est la meilleure façon de bien expliquer ce contexte-là, c'est de le relier à des choses du quotidien, des choses qui peuvent vous parler. Mais en fait, on prend un exemple fictif de client qu'on a nommé pour des fins sympathiques, Monsieur Jean Entreprend, qui est âgé de 64 ans, puis Anna Assé, sa conjointe, qui, elle, est âgée de 60 ans.
Puis là, je vous présente un scénario qui est fictif et on va voir à travers une bonne planification financière fiscale et certains concepts possibles de vente, mais comment on a atteint ou pas l'objectif, les objectifs du client, principalement l'objectif retraite, puisque ces clients-là, tout près de 165 ans pour Jean, planifient de vendre. En gros, Jean et Anna, pendant une partie de la vie, ils se sont privés puis ont construit leur entreprise, mais aujourd'hui, ils veulent profiter d'une belle retraite. Et on a établi avec eux que l'argent nécessaire pour faire ce à quoi ils aspiraient était 132 000 par année, donc ça veut dire 11 000 net par mois. En planification financière, il faut prendre des hypothèses conservatrices et ça prend beaucoup plus d'argent pour vivre vieux que pour mourir jeune. Donc, on va supposer que les clients, les deux, vont vivre jusqu'à 94 ans. Pour ce qui est de la régie des rentes, on peut aller de façon plus précise, mais on a mis comme critère ici que les deux auraient 80 de leur régie des rentes. C'est plutôt rare les clients qui reçoivent 100 du montant de la régie des rentes. Il faudrait avoir fait des salaires élevés très tôt dans sa carrière. Donc, 80 et la date de retraite prévue pour eux, puisqu'ils planifient la vente, serait le 1er septembre 2023, ce qui serait un peu la date de la conclusion de la vente. Les clients, après leur avoir fait passer un profil d'investisseur, sont modérés. Donc, on établit un rendement hypothétique là, après déduction des honoraires de gestion de 4,5 et lors de la retraite, lorsqu'on va commencer à décaisser, bien évidemment, on ajustera un petit peu le portefeuille pour le sécuriser, puis on prend une hypothèse très conservatrice, encore une fois, de 3,5 de rendement net du 1er septembre jusqu'au décès des clients. L'indexation, c'est-à-dire l'inflation, on l'a mis à 2,1 Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut sembler bas à l'heure actuelle, mais en gros, c'est l'ajustement du coût de vie. Donc, cette année, ça prend 132 000 aux clients. L'année prochaine, pour se payer la même quantité de biens et services, ça prendra un petit peu plus que 2,1 Sinon, présentement, il épargne 10 000 en REER du côté de Jean, puis 5 000 en REER du côté d'Anna, relativement simple comme hypothèse. Cela dit en passant, chez plusieurs entrepreneurs, ça peut être une erreur dans plusieurs cas de continuer de contribuer au REER plutôt que de privilégier une accumulation corporative, ce qui est peut-être un peu moins le sujet qu'on a choisi de partager avec vous aujourd'hui, peut-être juste retenir cette petite ligne-là. Sinon, au niveau des actifs actuels de l'entreprise, ils ont une maison de 600 000 qui est payée, un chalet de 350 000 qui est payé. Jean a accumulé 225 000 en REER, Anna 350 000, puis ils ont deux CELI, donc un de 12 000 et un de 8 000 La vente d'entreprise, on a dit que c'était une vente d'action, que l'entreprise, comme vous allez voir dans l'exemple que Geneviève va vous partager, vaut 2,4 millions. Pour simplifier les comparaisons, parce qu'il y a plein de stratégies de planification financière qui existent, certains qui seraient juste sur certains scénarios, on n'a pas illustré les stratégies de fractionnement des dividendes s'il y avait de l'argent dans une compagnie ou un décaissement d'une compagnie suite à la vente d'actifs. Vous allez comprendre un petit peu à quoi je fais allusion. Et quelques autres critères de base. J'ai essayé de garder certaines stratégies identiques d'un scénario à l'autre pour illustrer vers la progression vers l'atteinte de l'objectif des clients, c'est-à-dire une retraite confortable avec 132 000 net par année. Donc, on a choisi comme scénario de base, on aurait pu prendre la vente d'actifs, mais on a choisi la vente d'actions sans l'exonération sur le gain capital, ce qui est quand même plus fréquent qu'on pense quand on a moins bien planifié et moins bien accompagné. C'est un scénario quand même qui arrive qu'un client puisse être disqualifié pour l'exonération sur le gain capital. Donc, avec ces clients-là, si l'entreprise est vendue 2,4 millions, les actions étaient vendues 2,4 millions et que les clients ou que Jean ne se qualifiait pas pour l'exonération sur le gain capital, avec quelques stratégies de base qu'on a ajoutées qui bonifiaient le plan financier, entre autres, si la santé des clients est bonne, de reporter la demande de la sécurité de vieillesse et de la régie des rentes à 70 ans, de continuer de transférer les sommes qui sont permises au CELI à chaque année pour mettre l'argent à l'abri de l'impôt, en appliquant aussi l'optimisation de l'intelligence artificielle de notre logiciel aussi pour maximiser, si on veut, le décaissement, puis en plaçant les surplus de retraite dans un CELI. On arrive malheureusement, il manquerait de l'argent sur le scénario de base. On aurait 87 on n'est pas des lunes, mais on est à 87 des sommes qui seraient nécessaires pour l'ensemble de la retraite à prodiguer les besoins nécessaires. Et plutôt que ce couple-là, plutôt que pouvoir dépenser 11 000 net par mois, pourrait dépenser environ 9 900 et il manquerait d'argent pendant 5 ans avec ce scénario-là. Donc, ça, c'est le scénario de base. Puis là, j'ai cédé la parole à ma collègue fiscaliste Geneviève qui va vous donner des exemples, qui va vous illustrer un petit peu l'importance de bien se préparer. Puis moi, à chaque exemple, je vais revenir vous donner l'impact sur le plan financier ou sur la vie concrète des clients et la retraite des clients. Donc, à toi, Geneviève. Merci, Marc-Antoine. Je suis bien contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, moi, je vais parler un petit peu plus des impacts fiscaux
au niveau de la vente d'une entreprise selon plusieurs scénarios, des impacts fiscaux autant au niveau personnel que corporatif. Alors ici, dans notre exemple, M. J'entreprends était propriétaire unique à 100% des actions de sa société Innovation Profitable. On établit la valeur marchande des actions, comme Marc-Antoine l'a mentionné, à 2,4 millions. Ça, c'est suite à une évaluation d'entreprise. Alors, si on regarde le bilan, son bilan financier au 31 décembre 2022, l'année dernière, on regarde qu'il y a un montant d'encaisse de 400 000 $. Il y a des comptes clients à recevoir pour une valeur de 600 000 $, un inventaire de 100 000 $ et une immobilisation corporelle, là, ici c'est un immeuble, pour une valeur au livre de 700 000 $. La valeur au livre de l'immeuble ne va pas correspondre nécessairement à la valeur marchande parce que c'est une valeur qui a été amortie selon les règles comptables. Et le coût ici pour M. J'entreprends et sa société était plutôt de 800 000 $. Sauf qu'il y a des règles de dépréciation, d'amortissement qui fait que maintenant, en fait, c'est rendu au bilan de 700 000 $. Ça va avoir une importance plus loin, mais je vais pouvoir vous expliquer. Également, au bilan, on a un montant d'actifs incorporels qui n'apparaît pas. Ça, un actif incorporel, disons que ça peut être, là, on appelle ça en anglais un goodwill. C'est la valeur pour l'achalandage, la réputation de la compagnie. Étant donné que monsieur ici a fondé sa propre compagnie, le coût de cet actif incorporel-là est nul, mais ça a certainement une valeur marchande au moment d'une vente d'actions ou d'actifs. Alors ici, on l'a évalué à 800 000 $. Si on regarde au niveau des passifs, il y a des comptes fournisseurs à payer pour un montant de 400 000 $, une marge de crédit de 600 000 $, aucun actif à long terme. Les actions, elles valent 100 $. En fait, c'est souvent le cas lorsque une personne démarre son entreprise. Et il a accumulé au fil des années des bénéfices non répartis de 799 900 $. Alors, comment, si jamais il veut penser à vendre son entreprise, quelles sont ses possibilités? En fait, on peut soit vouloir vendre des actifs ou des actions. Il va y avoir des différences très importantes entre les deux. Donc, si jamais on vend les actifs, pour le vendeur, ça peut être intéressant dans le sens que, en fait, il va vendre les actifs, c'est la société qui va vendre les actifs, donc lui va se retrouver avec encore la société, mais il va seulement rester de l'argent dans cette société-là. Donc, si la société a des soldes fiscaux, en fait, de perte, là, disons, par exemple, une perte en capital, eh bien, le vendeur va conserver la propriété de cette perte-là et ça va pouvoir être utilisé dans le futur. Donc, ça serait un des avantages pour lui de vendre des actifs. Pour un acheteur, il pourrait être intéressé, en fait, d'acheter les actifs seulement parce que ça lui permet d'identifier chaque bien qu'il veut acheter et d'éliminer ceux qui sont moins intéressants pour lui. Par exemple, si jamais un compte client date de plusieurs mois et qui est incertain, en fait, sur le montant qu'il va pouvoir récupérer, il pourrait l'exempter de son achat. Également, on sait quand on achète une société, on va acheter tout l'historique de la société. Donc ça demande une évaluation de l'entreprise, en fait, qui va être plus compliquée pour l'acheteur, pour s'assurer, en fait, que si jamais il y a des passifs éventuels, là, ça peut être au niveau des impôts, ça peut être des poursuites à venir, mais comme ça, en fait, en achetant les actifs, il va pouvoir cibler ce qu'il veut acheter et éliminer ces risques-là. Également, du côté de l'acheteur, le fait qu'il achète des actifs en particulier, ça va faire en sorte qu'il va avoir un coût fiscal plus élevé que s'il avait acheté des actions. Par exemple, si on pense à l'immeuble, tantôt, au livre, il était présenté à 700 000 $. Sauf que la valeur marchande d'un immeuble, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, va se déprécier. Au contraire, ça va prendre de la valeur et ici, dans l'exemple, on l'avait évalué à 900 000 $ là, pour une valeur au marché. Il va repartir avec un coût fiscal de 900 000 $ versus s'il achetait des actions, il partirait avec un coût fiscal de 700 000 $.
Eh bien, bon, comme je disais tantôt, les frais pour évaluer des actifs et faire une opération de vérification diligente est moins compliqué au niveau si jamais on achète les actifs et non les actions. Merci, Marc-Antoine. Si jamais on y va par une vente d'actions, en fait, ça, c'est une transaction qui va être quand même facile à réaliser. C'est seulement un bien qu'on vend, c'est les actions. Pour le vendeur, qu'est-ce que ça va représenter? Ici, dans notre exemple, c'est lui personnellement qui détient les actions. Il va se générer au niveau personnel une imposition, dont seulement en fait 50 s'ajoute au revenu. Un gain en capital va toujours être imposable à la hauteur de 50 que ce soit personnel ou corporatif. Mais bon, pour le vendeur, il va vendre ses actions, il va s'imposer sur un gain en capital dans sa déclaration d'impôt. Ensuite de ça, on va vérifier s'il est possible qu'il réclame l'exonération pour gain en capital, comme Marc-Antoine parlait plus tôt, et on va montrer les exemples. Donc, ça peut être avantageux pour lui. Ce sera un des avantages de vouloir vendre des actions. Souvent, le vendeur va vouloir procéder à une vente d'actions et l'acheteur va vouloir procéder à une vente d'actifs. Il peut y avoir des négociations qui vont être faites entre les deux pour que les deux parties trouvent leur compte là-dedans. Pour l'acheteur, les avantages qu'il peut y avoir à acheter des actions, comme je disais tantôt, la transaction, elle est facile, mais il y a plus de vérification diligente à effectuer au préalable. Ça va permettre, en fait, de continuer là, toutes les opérations sous le même nom de la compagnie. Tous les contrats, les permis, les licences vont continuer d'être exploités sous le même nom de compagnie. Également, si les employés travaillent pour cette entreprise-là, bien, ça va juste continuer comme ce l'était auparavant. Également, en fait, tantôt, j'ai parlé de la société qui pouvait avoir des soldes de perte en capital. Ça va être un avantage pour l'acheteur si jamais il achète les actions et non les actifs. Également, une autre négociation qui peut se faire entre le vendeur et l'acheteur, c'est au niveau du prix de vente et du mode de paiement. On pourrait dire, bon, ici, la société vaut 2,4 millions. Je te paye 2 millions au moment de la transaction et le reste va être étalé sur X mois ou X années. Au niveau du vendeur, c'est possible de prendre une provision lorsqu'on transige avec une personne qui est non liée, au maximum sur 5 ans, mais ça permet d'étaler l'imposition de ce gain en capital-là dans le futur. C'est sûr que quand on a l'exonération, ça a moins d'impact, mais c'est quelque chose qui est possible. Puis, un avantage pour l'acheteur, c'est qu'il débourse moins de liquidité d'un seul coup. Également, une négociation qui peut être faite selon les bénéfices à venir de la société. Mais on dit, bon, si on regarde le bilan, on fait tel montant de bénéfices nets par année actuellement, bien, on peut vouloir venir dire, dans le futur, pour les 3 prochaines années, disons, si ce bénéfice-là n'est pas respecté, bien, on va s'arranger sur des modes de paiement où des sommes devront être remboursées. Les impacts fiscaux de ces ententes-là vont varier, mais c'est toutes des choses qui sont possibles de faire pour faciliter la négociation. Alors, concrètement, ici, on va y aller avec notre exemple chiffré pour mieux comprendre si jamais on vend les actifs. On retourne à notre bilan encore au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on va vendre? L'encaisse, généralement, ce n'est pas quelque chose qu'on va vendre. On va vendre les comptes clients pour 600 000 $. On va vendre l'inventaire. On va vendre les immobilisations corporelles, donc les meubles. Et on va vendre le montant pour l'achalandage de 800 000 $. Parfois, les comptes fournisseurs vont être vendus aussi, là, mais ici, dans l'exemple, on a choisi de les exclure de la transaction. Donc, si on prend chaque élément d'actif qui va être vendu un par un, on a notre actif corporel, l'immeuble. On a dit que le vendeur l'avait payé 800 000 $, mais que la valeur réelle de cet immeuble-là, maintenant, vaut 900 000 $ et qu'à son bilan, la valeur amortie vaut 700 000 $. Quel est l'impact fiscal de vendre cet immeuble-là à 900 000 $? En fait, il va y avoir deux tranches d'imposition à considérer. La première va être le gain en capital sur l'excédent du produit de disposition sur le coût. Ici, c'est 100 000 $. Ça va être traité comme un gain en capital.
Et comme je disais plus tôt, 50% du gain en capital est imposable, que ce soit personnel ou corporatif. Quand c'est corporatif, la moitié de ce gain en capital-là va dans un compte qu'on appelle le CDC, compte de dividendes en capital, et il est possible de le sortir libre d'impôt pour l'actionnaire. Ça veut respecter le principe d'intégration qui veut dire que si un revenu est gagné personnellement ou de façon corporative, bien, le taux d'imposition devrait être à peu près le même. Alors, on a, pour revenir au gain en capital, 50% est imposable au taux de 25,9 %. Ça va représenter un impôt de 25 090 $. Et sans aller dans le détail, parmi ce 25 000 $-là d'impôt, il y a un 15 340 $ qui va pouvoir être remboursé éventuellement dans la société lorsque l'actionnaire va se verser un dividende. En fait, ça, c'est encore une fois pour respecter le principe d'intégration. C'est que le gouvernement ne veut pas permettre que du revenu passif qui soit gagné dans une société bénéficie d'un taux d'imposition moindre que si ça avait été gagné dans les mains d'un actionnaire personnellement et imposé là, au niveau personnel. Alors ici, le gouvernement vient dire, je vais prendre un impôt supplémentaire sur immédiatement, puis plus tard, quand tu vas te verser un dividende, je vais remettre cet argent-là, je vais rembourser cet argent-là dans la société. Donc, ça s'appelle un IMRTD, impôt en main remboursable au titre de dividende. L'autre impact fiscal de vendre l'immeuble est la récupération d'amortissement. Donc, ça, c'est la différence entre le 700 000 $, la valeur au livre. C'est sûr qu'il faut prendre l'amortissement fiscal et non comptable, là, mais normalement, c'est des petites différences. La valeur 700 000 $ moins le coût, 800 000 $, va nous donner une récupération d'amortissement de 100 000 $. Ça, c'est imposable au taux corporatif, là, normalement, là, des sociétés, au petit taux. Si la société bénéficiait du petit taux, là, ici, c'est 12,2 %. Donc, il y a un impôt sur la récupération d'amortissement de 12 200 $. Ensuite de ça, on va vendre les comptes clients à recevoir, une valeur de 600 000 $. On les vend pour le même coût, alors aucun impact fiscal, et la même chose pour l'inventaire. L'autre chose qu'on va vendre dans l'entreprise, oui, Marc-Antoine, merci, ça va être l'actif incorporel, en fait, la valeur de l'achalandage qu'on a dit tantôt qui n'avait pas de coût, mais qui a une valeur marchande de 800 000 $. Encore là, ça va créer du gain en capital. La moitié du gain en capital peut s'en aller dans le CDC, 400 000 $ qui va être possible de sortir à l'actionnaire libre d'impôt. L'impôt sur le gain en capital sur le 50 % restant va représenter un peu plus de 200 000 $. L'IMRTD, qui va être perçu tout de suite par le gouvernement et remboursable plus tard, représente ici 122 000 $. Donc, une fois qu'on a vendu ces biens-là dans la société, qu'est-ce qui reste au net? En fait, on va avoir liquidé tous les biens, on va avoir payé les comptes fournisseurs, on va avoir réglé notre marge de crédit et il ne va rester que de l'encaisse et des soldes fiscaux. En fait, l'encaisse ici, là, après l'impôt, représente 1 562 030 $. Donc, le monsieur va se retrouver avec une société vide, plus ou moins. Là, ça va devenir une société passive, une compagnie de gestion, où il va faire des placements et qui va se servir de cette compagnie-là à la retraite pour se verser des dividendes. Qu'est-ce que ça donne dans le plan, Marc-Antoine? Merci Geneviève. Bien, évidemment, comme vous voyez, il y a un petit peu moins d'argent que le 2,4 millions dont on parlait tout à l'heure. Par contre, il y a un 450 000 au risque de répéter ce que je viens de mentionner qui peut être décaissé de la compagnie sans impôt, puis de l'impôt qui va être récupérable ici. Et si on met tout ça dans le plan financier, bien là, malheureusement, on régresse. Donc, dans le scénario, à titre d'exemple, donc plutôt que de progresser avec une vente d'actions sans exonération, si on procédait avec la vente d'actifs, bien là, on aurait seulement 75 % des sommes nécessaires à la retraite. Donc là, il faudrait regarder et je pourrais calculer là, exactement les sommes dont on aurait disponibles. À rappeler que je serais capable de bonifier un petit peu ce scénario-là en mettant certaines stratégies là, pour fractionner le revenu de compagnie en place, là, passé 65 ans, là, qui doivent quand même être bien faites et contrôlées. Donc, avec les mêmes stratégies de base que le scénario initial,
Mais là, on régresse et on est seulement à 75 de l'objectif retraite de Jean et Anna. Maintenant, je recède la parole à Geneviève qui va revenir un petit peu au scénario de vente d'actions en commençant par élaborer un petit peu sur la vente d'actions qui était notre scénario de base sans l'exonération et en progressant par la suite vers un scénario avec une exonération. Merci Marc-Antoine. Alors, finalement, si les acheteurs et les vendeurs ont fini par s'entendre sur une vente d'actions et qu'ils vendent tel que le bilan est présenté au 31 décembre 2022, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'imposition personnelle de M. Jean-Treffert? En fait, ici, on va regarder s'il est admissible à son exonération pour gain en capital. Ça rappelle qu'au moment de la vente, 90 de la valeur marchande des actifs doit être représenter des actifs qui sont admissibles, donc utilisés activement pour générer du revenu d'entreprise. Ici, en fait, on va exclure le montant d'encaisse. C'est sûr que il y a toujours moyen de justifier un petit montant d'encaisse, là où ça dépend des compagnies là, pour un fonds de roulement. Ici, pour l'exemple, on a venu dire que toute l'encaisse est excédentaire et c'est d'ailleurs plus conservateur de faire les calculs ainsi. Donc, on a 400 000 d'encaisse et on va diviser ce montant-là par la valeur marchande des actifs. On a ajouté en fait l'actif incorporel, la valeur de l'achalandage de 800 000 et au lieu de prendre le 700 000 pour l'immeuble, on a mis 900 000 parce qu'on doit prendre la valeur marchande. Donc, 400 000 divisé par 2,8 millions, ça fait que l'encaisse représente un montant de 14,29 %. Malheureusement, on ne respecte pas le critère de 90 % au moment de la vente. Alors, monsieur va vendre là, ses actions, il va générer un gain en capital qui ne pourra pas venir exempter avec l'exonération pour gain en capital. On a dit qu'il pouvait vendre les actions à 2,4 millions de dollars. Voilà la prochaine page, s'il vous plaît, Marc-Antoine. Oui. Son coût d'acquisition, en fait, là, pour sa société était de 100 $, donc c'est minime. Ça lui fait un gain en capital de 2 399 900 $. Le gain en capital étant imposable à 50 %, il reste environ 1,2 million. Au taux marginal le plus élevé, 53,31 %, ça va représenter un impôt payable au moment de la vente de 639 000 $. Il va lui rester dans ses poches un montant de 1 760 307 $. C'est déjà bien parce que là, il l'a personnellement, mais qu'est-ce que ça représente dans le plan, Marc-Antoine? Merci Geneviève. Donc là, on revient au scénario de base. C'est celui avec lequel on était parti. Donc, on arrive à 87 % de l'objectif. Donc, pas tout à fait, mais pas si loin quand même. Donc, on voit qu'il y a peut-être une opportunité de trouver des façons d'aider Jean et Anna à atteindre la retraite de leur rêve. Donc, il y avait une insuffisance à titre de rappel. Il manquait des sous pendant 5 ans. Et si on gérait bien, on peut plutôt dépenser aux alentours de 9 900 $ par mois plutôt que le 11 000 qui est demandé. Donc, je vais céder la parole à toi, Geneviève, pour nous parler un petit peu de qu'est-ce qui pourrait être fait et si on réussissait à se qualifier pour l'exonération sur gain capital. Merci. Alors, pourquoi se préparer justement pour pouvoir profiter de l'exonération pour gain en capital, comme Marc-Antoine l'a mentionné? Je rappelle les critères rapidement. On doit détenir les actions depuis 24 mois. Il y a des exceptions possibles, mais généralement, il faut détenir les actions depuis plus de 24 mois. Durant la période précédant la vente, les 24 mois précédant la vente, 50 % de la valeur marchande des actifs doivent être utilisés dans l'entreprise et au moment de la vente, ce ratio-là passe à 90 %. Comme Marc-Antoine le disait plus tôt, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, que ce soit des belles ou des moins belles surprises. Il faut être prêt à toute éventualité. Alors, que ce soit une offre qu'on ne peut pas refuser qui se présente à nous ou un événement en fait comme un décès ou de la maladie, il faut pouvoir bouger vite en cas d'opportunité et s'assurer en fait qu'on ne passe pas à côté de ces sommes d'argent importantes-là pour nous assurer une retraite confortable. En fait, les entrepreneurs, souvent, ont travaillé toute leur vie à cette entreprise-là. Alors,
c'est important de maximiser les liquidités qu'ils vont pouvoir avoir pour leur retraite. Également, ça va nous donner une meilleure flexibilité si jamais on veut vendre seulement une partie de l'entreprise ou choisir en fait quelle action, quel actif on voudrait peut-être garder dans l'entreprise. Marc-Antoine ici, tantôt, il disait un immeuble locatif, par exemple, mais on voudrait vouloir le garder pour notre retraite. Également, avec une bonne préparation, on peut multiplier l'exonération pour gain en capital avec des membres de la famille. On va avoir un certain pouvoir de négociation et ça va être plus facile de cibler les acheteurs potentiels de notre entreprise. Comment faire pour se préparer? Ici, on a vu l'exemple qu'il y avait un montant d'encaisse qui était excédentaire. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire au moment de la vente pour se qualifier? On peut prendre l'argent excédentaire et rembourser des dettes de la société. On peut vouloir sortir un montant d'argent de la société, en fait, soit en versant un dividende imposable ou encore un dividende libre d'impôt à l'actionnaire, si c'est possible. On peut vouloir verser un boni ou un salaire, faire un rachat d'actions sous réserve de certaines règles de capital versé. On peut vouloir acheter des actifs qui vont se qualifier. En fait, on transforme un actif qui n'est inadmissible en un actif admissible. Autre chose, là, si on pousse un petit peu plus loin, là, les stratégies, on peut vouloir faire des fusions avec des compagnies qui vont se qualifier amplement à l'exonération. Donc, les ratios vont changer. Et également, il est possible de mettre en place des compagnies de gestion pour sortir au fur et à mesure des liquidités ou encore procéder avec des dividendes ou des rachats d'actions. Ensuite, si on regarde ici le bilan de la société, une fois que la purification aurait été faite, on a pris, en fait, on s'appelle, il y avait 400 000 dans la caisse, on a pris 300 000 pour aller payer la marge de crédit. Donc, il nous reste seulement un montant de 100 000 dans la caisse. Tantôt, on avait une valeur marchande des actifs de 2,8. Là, évidemment, on a sorti 300 000 donc il reste une valeur marchande des actifs de 2,5 millions. Et si on divise 100 000 par 2,5 millions, ça fait que le ratio tombe à 4 et là, magie, on se qualifie pleinement pour l'exonération. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'imposition personnelle de monsieur J'entreprends? Il va encore vendre, il va avoir une vente à 2,4 millions, moins son coût, moins le montant qu'on peut exonérer, 971 000 il reste un gain en capital de 1,4 million, imposable à 50 au taux marginal le plus élevé. Ça représente un impôt payable pour lui de 380 000 Et donc, en fait, ça donne une économie fiscale 258 000 870. Ça, c'est de l'argent qu'il a de plus dans ses poches pour sa retraite. Quand même non négligeable. À toi, Marc-Antoine. Merci Geneviève. Avant de passer à la diapositive suivante, qui évidemment, là, comme vous en doutez bien, illustre l'impact de cette planification-là et de l'exonération qu'il y aurait. À titre de rappel, c'est notre rôle là, de planificateur financier. Là, on a choisi un exemple simple où est-ce qu'on prenait de l'encaisse et on remboursait de la dette, mais règle générale, comme Geneviève vous a illustré, il y a plein de choses qui sont à faire. Donc, notre rôle, c'est de toutes les évaluer. Puis évidemment, de choisir celle qui a le moins d'impact fiscal pour vous et qui va permettre encore une fois la meilleure vente et de maximiser ou d'optimiser la gestion de votre patrimoine. Donc évidemment, je reviens à la diapositive ici, 258 870 net de plus dans nos poches. Ça fait une différence sur la retraite. Donc en utilisant les mêmes stratégies de base, puis l'intelligence artificielle de notre logiciel là, qui teste là, certains scénarios de décaissement, mais là, on s'approche beaucoup plus de l'objectif retraite. Il en manquera encore un petit peu, mais définitivement, on n'est pas si loin. Donc, on est à 95 des sommes qui seraient nécessaires pour atteindre la retraite espérée par Jean et Anna. Je vais recéder la parole à Geneviève, puis là, on va aller un petit peu plus loin, puisque ça fait déjà 2 fois qu'on y fait une petite allusion. L'exonération sur le gain en capital, dans plusieurs conditions et accompagné d'une bonne planification un certain temps à l'avance, ça peut se multiplier aussi. Et là, on va voir l'impact que ça pourra avoir sur le plan de Jean et Anna. Donc, à toi, Geneviève. Merci, Marc-Antoine. Oui, en fait, ici, si notre monsieur J'entreprends avait consulté un bon planificateur financier comme Marc-Antoine et qu'il avait été au courant de ces règles-là, il aurait pu mettre en place certaines stratégies. L'une d'entre elles,
aurait pu être qu'il fasse un gel de ses actions participantes lorsque cette valeur est venue atteindre, là, bon, ici, 971 290 $ exactement, là, pas avant, pas après. Bon, ici, on a arrondi pour faire des chiffres qui tombaient dans l'exonération. Alors, il est venu faire un gel de ses actions ordinaires et il s'est émis de nouvelles actions votantes. Ça lui permet de garder le contrôle. Et les nouvelles actions participantes ont été émises à une fiducie familiale. Une fiducie familiale, en fait, c'est très flexible et ça nous permet, en fait, de multiplier l'exonération pour gain en capital avec des membres de la famille si jamais ça nous intéresse. En fait, au moment de créer la fiducie, on va pouvoir mettre plusieurs bénéficiaires. Ça peut être un conjoint présent ou à venir. Ça peut être un enfant né ou à naître. Ça peut être une compagnie de gestion. Ça peut être plein d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que ça nous donne de la flexibilité. Et au moment où la vente se produit réellement, ça ne nous engage à rien. Si jamais avec notre conjoint, ça va un peu moins bien et qu'on se dit, ouais, je suis pas ça, je veux lui envoyer un tel montant de gain en capital, mais on n'est pas obligé de le faire. C'est juste qu'on a la possibilité de. Alors, dans notre exemple, là, disons que le couple fait le parfait amour. Monsieur décide d'envoyer un certain montant de gain en capital à sa conjointe, le montant nécessaire pour qu'elle profite de l'exonération pour gain en capital aussi de 971 000. Alors, lui, personnellement, on s'appelle qu'il détenait des actions qui avaient été gelées à cette valeur-là. Il va venir les exempter avec son exonération. Il envoie le même montant à sa conjointe, qui, elle aussi, ne paie pas d'impôt. C'est sûr qu'il faut toujours mettre des bémols. Là, il y a un impôt minimum de remplacement lorsqu'on vient utiliser l'exemption pour gain en capital dans notre déclaration d'impôt personnel, mais je n'irai pas dans le détail ici, puisque c'est un impôt qu'on va payer l'année de la vente et qu'on peut récupérer sur les 7 années suivantes. Bon, alors, on a utilisé l'exemption de monsieur, on a utilisé l'exemption de madame. La différence qui va rester, c'est un gain imposable, en fait, un gain en capital 457 000, imposable à 50 % au taux marginal le plus élevé. Ça représente un impôt payable sur le gain en capital de 121 925 $. Ici, on est venu chercher un autre 258 000 $ d'exemption d'impôts pas payés parce qu'on a utilisé l'exemption de madame. Une autre chose qui peut être possible de faire aussi, par la fiducie, une fois qu'on a mis en place cette stratégie-là, disons qu'on a un enfant, qu'on souhaite lui donner un cadeau de notre vivant, parce que c'est important, je vais l'expliquer plus loin, de ne pas vouloir se réapproprier les sommes après. C'est très important de lui donner en pleine propriété 50 % de la valeur du bien qu'on lui attribue, parce qu'en fait, c'est 50 % imposable, puis on va utiliser son exemption à la hauteur de 50 %. Donc, ici, on a attribué le montant restant, 457 000 $, mais il faut vraiment lui céder 50 % de ce montant-là. C'est sûr, c'est du cas par cas, c'est à réfléchir, mais le fait d'avoir une fiducie et d'avoir mis comme bénéficiaires nos enfants pourrait nous permettre de faire cela dans le futur. Ici, on vient exempter totalement le gain en capital de 2,4 millions. Donc, c'est une économie supplémentaire de l'impôt de 121 725 $. Qu'est-ce que ça représente dans le plan? En fait, là, si on prend l'exemple juste que monsieur a multiplié avec madame et il a gardé le montant restant du gain en capital, Marc-Antoine? Merci, Geneviève. Oui, avant que je vous présente la prochaine diapositive, c'est bien important ici, dans le fond, de mentionner ces 2,4 millions ou tout près de 2,4 millions là, quand on arrondit. Mais ce n'est pas toutes des sommes qui sont disponibles pour la retraite du client, puisqu'il y a une portion qui est donnée aux enfants. Donc, la conjointe, moi, j'explique toujours aux clients, la conjointe contribue au financement de la retraite. Mais l'enfant, à partir du moment où il y a des sommes qui doivent être lui remis pour de vrai, c'est-à-dire la moitié du gain qui lui est attribué, bien, c'est un cadeau. Et il faut faire attention pour pas que ces sous-là soient récupérés. Mais moi, quand j'explique aux clients pour leur laisser le choix, c'est un cadeau, je dis ça de façon arrondie, mais à 50 sous dans la pièce. Donc, dans le fond, le cadeau, à cause de l'économie fiscale, vous coûte 2 fois moins cher que l'argent que vous donnez à votre enfant.
Donc, le bon scénario pour la retraite et le chiffre de la diapositive suivante, précédente, comme l'avait bien précisé Geneviève, donc le 2 278 000. Donc là, avec la multiplication de l'exonération sur le gain capital qui a été prodiguée par une bonne planification financière, là, c'est 2 fois 258 900 en arrondissant, donc plus de 517 000, plus de 517 000 dans le fond d'économies fiscale, ce qui est majeur. Et là, avec cette bonne planification-là, bien, assurément, donc, on dépasse l'objectif retraite des clients. Donc, on arrive à 106 de l'objectif. Là, je vais y aller de mémoire parce qu'il y a les visages qui cachent ma diapositive, mais c'est un impact qui est majeur sur la retraite puisqu'à partir du pire scénario, on parle de 33 000 net de plus par année. Donc, 33 000 il y a bien des choses qui se payent avec ça. Et à partir du scénario qui aurait peut-être été plus instinctif ou plus fréquent de la part du client, mais qui aurait été mal planifié, c'est-à-dire le scénario d'une vente d'actions sans l'exonération, bien là, on parle de 17 000 net. 17 000 net, c'est peut-être 2 très beaux voyages par année. Ça fait une très grosse différence sur la retraite. Et autre point que j'aime bien préciser, Geneviève a mentionné le scénario idéal. Là, on vous présentait sur la diapositive la fiducie qui est créée au moment parfait, là, où est-ce qu'il y a un gel des actions d'exactement la valeur de l'exonération sur le gain capital. Dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Puis plus que c'est prévu à l'avance, bien plus que ça laisse le temps potentiellement aux actions participantes qui sont dans les mains de la fiducie de prendre la valeur et d'atteindre le 971 000 de valeur qui peut être attribué à la conjointe. Et il y a certaines stratégies qui existent en supposant que la compagnie prendrait peu de valeur qui existent et qui demandent un certain temps aussi pour descendre la valeur des actions de gel ici, ce qui augmenterait par défaut la valeur des actions participantes et qui nous permettrait encore une fois de maximiser le potentiel de fractionnement pour la retraite. Donc, impact majeur et j'espère que vous avez apprécié le fil conducteur et l'impact que ça peut avoir sur la retraite des gens. Maintenant, bien, évidemment, on voulait un scénario qui était constant d'un à l'autre pour ne pas fausser un petit peu les données, l'exemple, mais sachez que des stratégies de planification financière, il y en a des centaines. Ce ne serait pas pertinent et intéressant de toutes les expliquer, mais il y en a plein qui s'appliquent, puis certaines s'appliquent à un scénario, d'autres s'appliquent à l'autre. Et là, à ce moment-là, bien, je fais juste vous en nommer quelques-unes, puis ces stratégies-là, de façon indépendante sur le scénario optimal, assurément auraient continué de bonifier l'écart ou le 106 qui était atteint. Je pense entre autres à la gestion intercompte, sans aller trop loin là-dessus. Gestion intercompte, c'est quoi? C'est de voir l'actif global du client comme celui qui doit représenter la situation ou le profil d'investisseur du client, sans que chaque compte soit obligé de respecter cette répartition d'actifs-là. Donc, le total doit respecter la situation et le profil de risque du client, mais certains types de comptes où est-ce qu'il n'y a pas d'impôt, comme par exemple les REER que Jean et Anna ont, sont placés de façon plus conservatrice, ce qui permet d'optimiser la fiscalité des placements et d'avoir moins d'impôts dans les comptes dans lesquels il y a de l'impôt, comme celui, par exemple, d'une compagnie de gestion, s'il y avait une vente d'actifs, ou les comptes imposables du client, s'il y a l'exonération sur le gain capital et qu'on a des bonnes sommes à gérer dans les mains personnelles du client. Donc, j'ai déjà débordé sur le deuxième point. La fiscalité des placements est un élément important à prendre en compte. Et la fiscalité des placements dans une corporation, c'est tout à fait différent aussi et plus complexe. J'avais fait allusion à certains concepts que la fiscalité des placements personnels. On a fait allusion aussi au compte de dividende en capital puis à l'IMRTD. En gros, le compte à dividende capital, c'est de l'argent qu'on peut décaisser sans impôt de la compagnie. Donc, il y a des stratégies pour réaliser certains projets spéciaux qui utilisent l'utilisation du CDC. Il y a certaines stratégies aussi qui permettent de devancer la récupération de l'IMRTD. L'IMRTD, à titre de rappel, c'est un impôt temporaire qui est dans la compagnie, ce qu'on aime en planification financière. C'est ce qui nous est dû, si c'est intéressant et bien calculé, de le récupérer le plus vite possible et le faire travailler dans nos poches le plus longtemps possible. Et ce qu'on doit, tout en respectant les règles fiscales, de reporter le montant où est-ce qu'on va devoir payer la facture aussi. Ces deux concepts-là, qui sont relativement simples dans la façon d'expliquer, mais qui se complexifient dans la mise en place, bien, c'est des façons d'enrichir le client. J'ai fait allusion aussi au fractionnement de revenus. Bon, il y a le fractionnement de revenus de plusieurs types de revenus passés 65 ans, donc les REER, entre autres, REER faire dans les mains personnelles, mais aussi qui est possible sous certaines conditions, et si c'est bien planifié,
pour des revenus dans une corporation ou dans une compagnie de gestion. Et il y en a plein d'autres, là. Donc, on pense entre autres, juste le fait d'utiliser un bon logiciel de planification financière peut permettre, par exemple, d'éviter la récupération de la pension de sécurité de vieillesse, puisque quand les revenus sont trop élevés, on la rembourse au complet. Ça n'est qu'un parmi tant d'autres. Et il y en a plein. Ça, c'est simplement à retenir tout ça. Donc, je vais céder la parole à Geneviève avant de reprendre un petit peu la parole un petit peu par la suite pour 2 points qu'on trouvait importants là, de souligner avant de revenir à Audrey là, du CETEC. Merci Marc-Antoine. Alors oui, 2 points importants là, lorsqu'on va vendre des actions de notre entreprise. Il y en a un, en fait, la divulgation obligatoire, qui c'est suite à, en fait, à les nouvelles règles de Revenu Québec qui ont mis des restrictions, en fait, et des opérations incluses qu'on doit divulguer expressément sous peine, sinon de grosses pénalités. En fait, une des transactions qui est inclue là-dedans, c'est lorsqu'on va multiplier l'exonération pour gain en capital avec un membre de la famille et qu'ensuite, on se voit remettre un certain montant de cet argent-là à l'actionnaire. En fait, on se voit réapproprier un montant d'argent. Tantôt, j'ai dit que si on multiplie l'exemption pour gain en capital, par exemple, avec un enfant, bien, la moitié du gain qui lui est alloué va devoir lui appartenir en main propre. Donc, si l'enfant, c'est quand même possible de fractionner avec un enfant mineur, mais il ne faut pas essayer de quelconque façon de récupérer cet argent-là parce que sinon, ça va être en fait une opération qu'on va devoir divulguer. Et en fait, le Revenu Québec ne permettra pas ça. Il y a eu un code court, en fait, en 2017, et probablement que ça a découlé de ça, là, ces nouvelles règles-là, où c'est M. Laplante, en fait, qui avait multiplié via une fiducie son exonération avec ses enfants. Et par hasard, à Noël, bien, les enfants ont donné de très beaux cadeaux en argent à leur père. Alors, on sait, tout le monde le sait que finalement, c'était l'argent qui lui était remis. Alors, on est venu dire que ce n'est pas possible. Oui, on peut multiplier, mais il ne faut pas que l'argent soit remis. Donc, ça peut être correct dans le cas d'une retraite si on sait, comme je disais tantôt, que le couple est en bonne relation et qu'on sait que finalement, ça va tous dans la même poche. Bien, ça peut être correct. Mais un enfant, c'est du cas par cas, en fait. Est-ce qu'on veut lui donner ce montant d'argent-là directement, tout dépendant de l'âge, de sa situation, et sauver de l'impôt? Tu sais, ça peut être intéressant plutôt que le donner à notre retraite, à notre décès, pardon. Mais c'est un pensez-y bien. Et surtout, en fait, là, les opérations, là, les intérêts et pénalités peuvent atteindre 100 000 $ si jamais on ne se conforme pas à ça. Donc, c'est juste très important de faire attention et d'être au courant de ça. L'autre opération, en fait, qui est l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est lorsqu'on vend des personnes liées. C'est pas rare, en fait, dans un transfert d'entreprise que, disons, monsieur, papa, j'entreprends, a eu son entreprise, les enfants ont travaillé pour sa société à lui et finalement, il est rendu au moment de prendre sa retraite. Il veut céder les actions à un de ses enfants. En fait, c'est possible, sauf qu'il va y avoir des restrictions là, à ce jour concernant une vente d'actions où on obtient l'exonération pour gain en capital. En fait, non, simplement une vente d'actions si c'est fait en faveur d'une société d'un enfant. Donc, il n'y a pas de problème si l'enfant va acheter personnellement les actions, mais il peut avoir une problématique si c'est acheté via une corporation. En fait, ici, on va parler d'un enfant ou encore d'un petit enfant. Le gouvernement du Canada, est venu faciliter ce type de transfert en 2021. Il y a quelques critères à respecter pour faire en sorte que la transaction va quand même donner lieu à un gain en capital et l'exonération, si jamais c'est possible. Là, on respecte les critères. Mais on attend toujours de voir si le gouvernement du Québec va s'aligner avec ces dispositions-là, mais à l'heure actuelle, il n'y a rien qui a été fait. Alors, en fait, c'est pas. Il faut juste y penser et consulter là, avant la vente pour être sûr qu'on ne tombe pas dans ces règles plutôt restrictives-là.
C'est encore une fois une bonne raison de se préparer adéquatement et de consulter un bon planificateur financier. Merci. Merci Geneviève. Avant de céder la parole à Audrey, là, juste quelques points là, sur lesquels j'aimerais revenir. Là. Donc, j'espère que vous avez apprécié le fil conducteur, qui est un petit peu un incitatif à quelques éléments que je vous encourage à retenir. Premièrement, les bénéfices d'avoir un bon plan financier, une bonne planification financière, va vous donner le chiffre de base, de dire est-ce que oui, je suis en ligne. Il va vous faire réfléchir aussi à la retraite auquel vous aspirez ou à d'autres éléments de vos objectifs. Puis le plan de base va vous dire est-ce que je suis en ligne avec ça ou qu'est-ce que je dois réaliser pour l'atteindre, puis comment ça fait partie de mon scénario global de décision. Il va vous donner aussi des façons de bonifier votre retraite ou vos autres objectifs financiers. On l'a bien illustré, par exemple, et de planifier bien à l'avance pour être certain qu'on optimise la transaction. Et là, par la suite, avec l'accompagnement d'autres professionnels. Et comme un cas avec un de mes clients avec lesquels je travaille depuis un certain temps, dans ce cas-ci, la vente vient de se réaliser. Les chiffres ont été arrêtés. Puis là, je suis en train de mettre le plan financier à jour avec le chiffre concret, tout optimisé. Puis une fois que j'aurai mis le chiffre à jour, bien, le client va prendre la décision combien j'attribue de gain capital à mes enfants ou combien je donne dans le fond à mes enfants, puisqu'il va avoir eu l'impact direct sur sa retraite et le chiffre exact de se dire bien, comment je peux dépenser par année. Et évidemment, on s'attend à un surplus. Puis ce surplus-là va donner un niveau de confiance au client de dire bien, écoute, je peux attribuer tant au client, à mes enfants. Ça va me coûter 50 sous dans le piastre pour le faire. Puis cet argent-là, bien, comme l'a bien expliqué Geneviève, le 50 sous dans le dollar qui est donné aux enfants, bien, ne fera pas partie des sommes nécessaires pour la retraite auquel j'aspire. Bref, je recède la parole à Audrey. J'espère qu'on vous a bien sensibilisé sur l'impact d'une bonne planification financière, sur certains éléments à prendre en ligne de compte et surtout le faire le plus rapidement possible, d'être bien entouré, bien à l'avance pour s'assurer que tout soit optimal lors du moment venu ou lors de l'opportunité qui pourrait se présenter, qui aurait été peut-être moins planifiée. À toi, Audrey. Merci beaucoup Geneviève, merci beaucoup Marc-Antoine. C'était une belle présentation riche d'exemples concrets pour permettre à nos cédants justement de pouvoir comprendre à quel point c'est important de préparer les différents scénarios de retraite et de vente au travers de tout ce que vous avez présenté. On va passer maintenant à une présentation en fait du Centre de transfert d'entreprises du Québec. Donc, pour les gens qui ne nous connaissent pas, nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous avons un mandat gouvernemental, donc nous sommes soutenus par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et le ministère du Tourisme. L'équipe du CETEC couvre toutes les régions, donc nous avons des conseillers qui sont répartis dans chaque région du Québec et nous avons 3 ressources qui sont dédiées au sectoriel, c'est-à-dire 2 ressources en tourisme, donc Nathalie et moi-même, puis un conseiller dans le secteur culturel, Eric. Notre mission est vraiment d'assurer la pérennité des entreprises au travers du reprenariat. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'au début, je vous avais présenté les différents chiffres du CETEC. On va pouvoir passer à la slide suivante pour vous expliquer aussi que notre mandat fait que nous travaillons sur différents types de transferts parce que c'est souvent une question qui revient. Mais j'ai un transfert familial, je veux transférer à mon enfant, je veux transférer à un employé. Est-ce que le CETEC accompagne? Oui, nous sommes présents sur tout type de transfert, que ce soit externe, interne, mixte, mais aussi sur la reprise collective. Et nous avons d'ailleurs un programme de soutien à la reprise collective avec un conseiller qui est dédié justement à ce programme-là pour pouvoir vous accompagner dans ce processus. Notre mission en tant qu'organisation dans le développement économique, nous avons la mission en tant que conseiller de pouvoir vous guider, vous conseiller tout au long du processus de vente, que vous soyez un acheteur ou un vendeur, de façon neutre et confidentielle. Ça, c'est important parce que c'est souvent les questions qui reviennent, à savoir est-ce qu'on va vous conseiller de manière confidentielle? Effectivement, c'est le cas. Nous avons la possibilité de vous permettre d'afficher vos occasions d'affaires sur notre index, donc qui est la plateforme sur laquelle on permet en fait l'affichage des entreprises à vendre, mais aussi des profils de repreneurs. C'est une plateforme qu'on appelle en interne le Tinder professionnel, donc dans le but de pouvoir vous mettre en relation ensemble entre acheteurs et vendeurs de manière confidentielle. D'ailleurs, sachez que l'index va être se refait une beauté dans cette semaine, donc qui sera disponible dans le courant de la semaine prochaine sûrement, avec le nouveau visuel, etc. Donc, on a tous hâte que vous puissiez y avoir accès. Au niveau des formations et événements, donc comme celui qu'on donne aujourd'hui, nous avons
tout plein d'événements qu'on affiche sur notre site web. Je vous invite à aller faire un tour sur la page, justement. Nous organisons aussi des formations, que ce soit pour cédants et repreneurs, dans l'objectif de vraiment vous préparer au processus d'acquisition ou de transfert pour votre entreprise. Nous avons également comme mission en tant que conseiller de pouvoir vous mettre en contact avec notre réseau d'experts, que vous recherchiez des évaluateurs, des fiscalistes, des planificateurs financiers, des juristes, etc. Notre mission aussi est de pouvoir vraiment vous permettre de vous entourer des meilleurs experts dans votre projet. On va pouvoir passer à la slide suivante, merci. Donc, pour rester informé sur toutes les nouveautés sur le reprenariat, mais aussi toutes les informations utiles dans votre processus de transfert, nous avons le blog du CETEC sur lequel on affiche énormément de nouveaux contenus à chaque semaine. Vous allez pouvoir retrouver justement l'enregistrement du webinaire dans les prochains jours ou prochaines semaines sur notre blog aussi directement. Si vous voulez en savoir plus sur les actualités, les témoignages, les événements et formations qui arrivent aussi, vous avez la possibilité de vous inscrire au bulletin mensuel, et on a également l'infolettre Occasion d'affaires qui, elle, permet en fait de publier, de mettre en avant certaines entreprises qui s'inscrivent au CETEC et qui sont prêtes à chercher une relève à l'externe. Donc, on a cette infolettre qui est spécifiquement dédiée à mettre en avant certaines entreprises qui cherchent de la relève, si jamais vous voulez vous abonner également. Pour pouvoir avoir les contacts des experts ici, ou si vous avez des questions sur le CETEC, je vous invite à prendre une photo de cette slide-là, ou sinon, Élodie va également les mettre dans le chat, comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus pour écrire à Marc-Antoine ou Geneviève, ou simplement contacter nos chargés qui se feront un plaisir de vous répondre si vous avez des questions sur le CETEC ou sur le webinaire. Notre prochain webinaire avec IG aura lieu le 3 octobre, de midi à 13h30 toujours. C'est gratuit, donc n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour pouvoir y participer et l'ajouter dans votre agenda. On va maintenant passer à la période de questions et réponses. Élodie, est-ce que tu as reçu des questions? Oui, certainement. Donc, on ne t'entend pas bien du tout. Ou alors c'est que moi, mais c'est comme si c'était coupé. Non, ça ne fonctionne pas. On dirait qu'il y a de l'eau qui coule. Je vais prendre le relais pour Élodie. Ça marche. Comment est traité un actif incorporel de type logiciel développé à l'interne qui est utilisé pour générer des revenus en ce qui a trait au test de 50%? Je vais répondre à cette question. C'est sûr que c'est du cas par cas. Là. On peut pas, je ne peux pas donner un avis fiscal ici là, sans avoir analysé plus, surtout un actif incorporel de type logiciel, ce n'est pas mon département. Mais si c'est quelque chose qui se vend et qui est utilisé pour générer du revenu actif d'entreprise, normalement, ça devrait se qualifier. Mais c'est sous toute réserve. Là. Peut-être en ajoute la réponse à Geneviève. Donc là, si on revient un petit peu à la diapositive qu'on avait, bien, ça gonflerait sous certaines conditions ou les hypothèses que Geneviève a mentionnées, ça gonflerait la valeur de l'entreprise. Ça serait dans la valeur de l'entreprise. Donc, ça influencerait à la baisse le calcul des ratios là, de l'actif qui ne serait pas dans la compagnie. Là. Donc, si dans notre exemple, il y avait trop dans notre exemple, je ne sais pas si vous souvenez de l'exemple, il y avait 400 000 en caisse, puis il y avait 2,8 millions de valeur au total avec les immobilisations incorporelles, ça serait un peu le même principe. Donc, ça serait comme une immobilisation incorporelle, je pense. Merci. Ouais, c'est écrit aussi là, ici. Là. Si vous avez des questions aussi précises comme celle-ci, n'hésitez pas, vous pourrez écrire aussi directement. On a mis les contacts de Marc-Antoine et Geneviève dans le chat. Exact. Il y a une autre question. Juste mentionner, excusez-moi, par rapport à ça, j'ai vu mon courriel, il y avait une erreur. C'est geneviève.leroux2@commercial.ig.ca. Sauf que, s'il vous plaît, passez d'abord par Marc-Antoine, puis je vais faire l'analyse de dossier avec lui. Merci pour la précision. Oui, j'en ai vu une sur l'assurance aussi qui était intéressante. Là, une question sur l'assurance dans la compagnie, s'il y avait une vente.
Parfait. Un instant. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Oui. Oui. Je vais peut-être laisser Elodie reprendre le flambeau. Oui. Ouais. Donc, la question, c'était si la compagnie possède des assurances sur la vie de l'actionnaire et d'un ex-actionnaire, quelle est l'implication fiscale à la vente de l'entreprise? Et en gros, peut-être l'angle que je prendrais pour répondre du moins en partie à la question, là, souvent lors de la vente, on va regarder, on va considérer que l'actionnaire puisse garder sa police d'assurance. Donc, il y a un travail pré-vente qui va être fait. Donc, là, dans le cas, si on reprend l'exemple de la vente d'actifs, s'il y avait une vente d'actifs, c'est relativement facile. Là. La police d'assurance ne ferait pas partie des actifs qui seraient achetés par, si ce n'est pas pertinent, par le nouvel acheteur. Puis, la police d'assurance vie du client demeurerait dans la compagnie. Puis là, on regarderait est-ce que c'est une bonne police, est-ce qu'elle a une valeur, puis est-ce qu'elle est pertinente dans la planification du client. Sinon, ben, on va aller toujours avec l'assureur puis avec notre département de planification financière. Donc, il y a des impacts fiscaux, mais on les explique bien aux clients. On va chercher nos chiffres. Puis souvent, ben, la compagnie opérante peut céder la police à son actionnaire aussi. Fait qu'il y a une décision, il y a une analyse qui est à faire, puis une décision à prendre, puis un travail pré-transaction à faire. Je pense que pour les biens de la présentation, puis des autres, je pense que la réponse avec ça est complète. Super. Donc, la prochaine question, c'est combien ça coûte de faire affaire avec un planificateur financier? Excellente question. Je vous dirais que chaque professionnel est différent là-dessus. On pourrait accompagner souvent le client avec des fiscalistes externes. Le fiscaliste externe, il va charger un honoraire, donc souvent va s'appliquer dès la première rencontre. Notre modèle d'affaires est différent. C'est sûr qu'il y a différents types de planificateurs financiers dans l'industrie, mais les planificateurs financiers autonomes, la plupart utilisent un modèle où toute la rémunération est indirecte. Donc, le temps qui est mis dans un dossier, l'expertise qui est partagée depuis le début, ben, comme un peu une relation professionnelle qui va finir par être rémunérée lorsque, par exemple, il y aura de l'actif à gérer ou des choses comme ça. Donc, en gros, là, il n'y a jamais d'honoraire qui est émis ou de facture qui est émise pour le temps qui est mis dans un dossier. Puis, la rémunération se fait toujours de façon indirecte, un petit peu comme plusieurs d'entre vous ont de l'argent placé avec un conseiller financier. Donc, il y a une rémunération indirecte qui vient pour le planificateur financier. Donc, c'est un incitatif additionnel, assurément, à ce qu'il fasse partie de votre équipe d'experts le plus tôt possible. Puis, ce qu'on remarque chez les clients là, avec qui on est en contact, là, ben, ils apprécient ça parce que quand on explore des solutions, de mon côté, par exemple, avec l'aide de Geneviève, ben, la personne a un meilleur niveau de confiance de dire ben, si je vais m'asseoir devant un fiscaliste, puis que là, l'honoraire, lui, qui a un système différent, ben, là, à ce moment-là, je suis pas mal convaincu que ça vaut la peine, l'honoraire, puis qu'il faut explorer ça maintenant. Donc on ne cherche pas à le remplacer, mais on est comme un peu la validation initiale d'engager d'autres types d'honoraires avec d'autres professionnels autour qui fonctionnent de façon différente de nous. Ce serait peut-être ma façon de répondre à la question. Prochaine question. Pensez-vous que tout le monde est dans ce même cas de figure de remise d'entreprise avec des chiffres aussi importants? Vous adressez-vous aussi à des petites compagnies, genre 10 fois moins importantes? Absolument. Dans le fond, quand on fait une bonne planification financière fiscale, ben, on regarde les objectifs du client, la situation du client. Puis s'il y a des opportunités de planification, bon, on fait toujours une analyse coût-bénéfice. Si les coûts sont trop importants par rapport aux bénéfices, ben on ne recommande pas de changer quoi que ce soit. Donc, puis c'est un petit peu comme ça. Ça arrive régulièrement dans des scénarios où la personne est due pour une réorganisation corporative. Des fois, c'est plus en mode accumulation. Puis là, on hésite entre deux scénarios, celui d'inclure la fiducie maintenant, puis ne pas l'inclure. Bien, il y a une grosse différence au niveau du coût de la réorg. Fait qu'on fait une analyse des coûts et des bénéfices. Ça arrive des fois que le client dit, bien, on verra plus tard pour la fiducie, puis on va faire les premières étapes. Donc, nous, c'est de dresser un tableau pour faire des recommandations. Donc, si l'entreprise vaut moins cher, on va regarder combien ça coûterait faire la planification. Quand je dis comment ça coûterait à titre de rappel, ce n'est pas de mon côté à titre de planificateur financier, mais c'est le fiscaliste qui va la mettre en place, entre autres, versus comment on sauve lors d'une vente. Si le chiffre n'est pas assez important sur ce qu'on sauve, ben, on va avoir étudié le sujet, on va avoir une sagesse de le faire. Puis, on va continuer la route d'une autre façon. Puis, encore une fois, par mes options, on va aider le client à optimiser sa vente, encore une fois. Et si je peux rajouter, en fait, c'est n'importe quelle transaction, que ce soit plus importante ou moins importante au niveau des montants d'argent impliqués.
c'est intéressant quand même de sauver 25 d'impôts. Mais comme disait Marc-Antoine, émettre une fiducie, si on pense que la compagnie ne vaudra pas plus d'1 million puis qu'on n'a pas besoin de multiplier l'exemption, on n'a pas besoin de faire ça. C'est vraiment du cas par cas. On analyse selon chaque situation et les besoins de chaque client. Mais une des choses qui va être importante, c'est de s'assurer, peu importe la grandeur de l'entreprise, qu'elle va pouvoir se qualifier à l'exonération pour gain en capital. Et si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que dans l'accompagnement qu'on fait, moi, c'est fréquent que je vois les entreprises qui, justement, sont plus petites. Les propriétaires n'ont pas l'impression qu'ils ont besoin aussi de devoir faire toute cette préparation et que ça leur correspond aussi. Ils ont toujours la sensation de peut-être un complexe de grandeur ou je ne sais pas, mais ils ont l'impression que ça va seulement concerner les grosses entreprises. Mais non, que vous ayez, comme Geneviève ou Marc-Antoine l'ont dit, une petite entreprise ou une PME ou une grande entreprise, dans tous les cas, il y a cette préparation à faire et pouvoir préparer tout ça, c'est vraiment important, que ce soit professionnellement ou personnellement pour vous. L'inverse ne serait pas correct non plus d'utiliser un petit exemple puis d'ignorer complètement un Oui. concept qui est important de multiplication. Ça fait que c'est la raison pour laquelle on prend des gros chiffres là, pour multiplier l'avantage de l'exonération. Ça prend une valeur de plus qu'1 million. Donc, juste à titre d'ajout là, à tous les éléments de réponse, qu'on a fait. Là. Super. Donc, la prochaine question, c'est s'il y a multiplication et partage avec la conjointe et que la relation tourne mal en séparation, est-ce que l'argent est perdu ou on est capable de la récupérer? Je dirais Bonne question. en fait, que ce soit remis en main propre. C'est sûr que là, il y a tout ce qui va être patrimoine familial et tout, là, que je ne suis pas spécialiste, là, mais ce montant-là, c'est comme si c'est elle qui l'a gagné. Ça lui appartient. En gros, c'est ça. Donc, j'arrondis, là, mais disons que c'est 1 million, l'exonération sur gain capital, il faut en donner la moitié, c'est 500 000. Le 500 000, bien, il se retrouve dans les comptes non enregistrés la plupart du temps de la personne. Donc, effectivement, si on fait ça, bien, c'est un risque si jamais le couple ne fonctionne plus, qu'il y a une partie des sommes qui s'en aillent. C'est un cadre plus large que ça qu'il faut analyser. Là. On pourrait comparer aussi au niveau des règles du patrimoine familial, la société d'acquis, quand est-ce que l'incorporation a été faite, c'est quoi le régime matrimonial. Là, il y a plein de choses à regarder, mais c'est de l'argent que vous donnez à votre conjoint ou à votre conjointe. Donc, c'est sûr que si c'est séparation, mais vous ne la récupérez pas tout. C'est important de le mentionner, parce que dans certains cas de planification, là, je m'excuse, on est encore dans les gros chiffres, on est encore du côté de la multiplication, mais cas que j'ai fait récemment, techniquement, si on voulait optimiser, on était mieux de donner plus que 500 000 à la conjointe. Par contre, ben, c'était important de mentionner à la personne qui faisait ça, de dire si jamais le couple ne va pas bien, ben, là, il y a plus d'argent qui s'en va. Disons ça comme ça. Mais c'était intéressant. Le client, on lui a bien expliqué, puis il a choisi d'en donner plus à sa conjointe. Puis je me sens très mal de ne pas exploiter tout ce qui permet d'optimiser notre propre retraite ensemble. Il y a juste un petit côté négatif à la situation si jamais le couple ne fonctionne plus. Prochaine question. Pour bénéficier de l'exonération des gains en capital, doit-on absolument détenir les actions personnellement ou si on peut les détenir via une compagnie de gestion? Personnellement, via une compagnie. Bon, excusez, non, je reprends. Via une compagnie de gestion, c'est possible, sauf que là, c'est comme plusieurs étapes. Il va falloir que la compagnie de gestion qui détient les actions se qualifie elle-même aux critères de l'exonération pour gain en capital et le critère de 90 pour une des deux compagnies, là, disons s'il y a deux compagnies, doit être respecté pour 24 mois précédant la vente. Alors, des fois, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une compagnie de gestion entre les deux, mais elle est pratiquement vide parce que ce ne sera pas une compagnie qu'on va se servir pour accumuler les liquidités comme une compagnie de gestion habituelle. En fait, ça, c'est possible de vendre
des sociétés en chaîne, mais à ce moment-là, il faut regarder toutes les sociétés pour qu'ultimement, en fait, ce soit le particulier qui vende ces actions-là. En fait, ben, c'est ça. Pour la question, il faut que ce soit le particulier qui vende. Il peut y avoir 2 ou 3 sociétés en dessous, mais il faut que ce soit un particulier qui vende et non la compagnie de gestion. J'espère que c'est clair, là, sinon Peut-être juste à ajouter là-dessus, sans aller sur qu'est-ce qui fait qu'on pourrait le faire ou pas le faire dans ce cas-ci. Dans les cas de transaction, où est-ce que ça fonctionne? Il y a plusieurs choses à faire, à vérifier. Mais juste pour le dire d'une façon différente, je dirais, bien, à ce moment-là, quand ça peut fonctionner, le client va se retrouver à vendre sa gestion, qui, règle générale, va être vide, et la compagnie opérante. Donc là, il se trouve à vendre ses actions d'un point de vue personnel de la gestion, puis les deux sont vendus ensemble. Donc là, c'est une façon de respecter les critères, mais il y a plus de complexité puis plus de risques aussi que ça ne fonctionne pas dans une structure comme ça. Ça serait une structure où est-ce que ça aurait peut-être été pas aussi, corrige-moi, je me trompe, Geneviève, mais bien réfléchi à l'avance. C'est plus, on fait la vente, puis on regarde si on peut s'en sortir, puis d'être éligible pour l'exonération sur le gain capital dans cette portion-là. Peut-être ajouter là-dessus un scénario que je vois quand même assez fréquemment, qui peut s'appliquer à des gens qui écoutent. Là, souvent, lorsqu'on va acheter une entreprise, bien là, on va l'acheter avec une gestion parce que le paiement de l'entreprise va se faire plus vite. Là. Donc, on va le faire, les dividendes vont se glisser vers la gestion, vont servir à racheter les actions. Mais quand on a fini de payer, c'est important de se repencher aussi, de nous reconsulter, puis se repencher sur la structure aussi, puisque dans certains cas, il y a comme un laxisme là-dessus, puis on continue comme ça. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec pas d'action dans les mains personnelles de la personne, pas d'action qui ont une plus-value aussi. Fait que, c'est imagé au maximum, mais disons qu'on avait cette structure-là pour payer l'acheteur. Bien, un coup que l'acheteur est payé, il faudrait faire un remaniement de capital pour avoir des actions participantes dans les mains personnelles pour aller chercher une plus-value pour éventuellement être éligible pour l'exonération sur le gain capital aussi. Donc, intéressant de retenir ça parce qu'on voit souvent le scénario. Je n'ai pas eu le choix pour le financement, je commence avec la compagnie, puis je ne me repenche jamais là-dessus. Tout à fait. Puis si je peux compléter la question originale, en fait, qui demandait est-ce que ça doit être un particulier, une société qui doit vendre? Ben bon, on répond avec particulier, mais également une fiducie, comme on a vu l'exemple tantôt. C'est souvent la structure qui va être mise en place quand on parle de montants là, de plus élevés. C'est que la fiducie va détenir les actions participantes et la compagnie de gestion va être bénéficiaire de la fiducie. C'est comme ça qu'on peut envoyer les surplus de liquidité pour purifier au fur et à mesure notre société active qu'on veut vendre. Parfait. Prochaine question. Quelqu'un qui se demande par où commencer. Qui dois-je contacter en premier? Un comptable, un planificateur financier, un fiscaliste? Ben, est-ce que je peux intervenir? Oui, j'allais dire le conseiller du CETEC. Le mieux, c'est de contacter justement le CETEC. Comme ça, nous, on va être en fait la personne qui allons pouvoir vous conseiller étape par étape et mettre en place justement ce processus pour aller créer votre comité de transfert et contacter au fil des étapes les bons experts au bon moment. Puis si je peux ajouter à ça, je pense qu'on l'a mentionné à quelques reprises, là, suite à votre contact, puis d'être bien accompagné avec le CETEC, mais le planificateur financier, c'est presque tout le temps le plus tôt possible, ça qui va faire partie des premiers exemples. Des fois, la plupart du temps, il y a déjà un comptable qui est là. Donc, là, la question souvent qu'on va avoir avec le client, c'est est-ce qu'il aime son comptable, est-ce qu'il y a une bonne relation, puis tout ça. Le fiscaliste va venir après le planificateur financier quand on commence à planifier ce genre de choses-là. Particulièrement étant donné que dans notre organisation, on a des gens comme Geneviève, des fiscalistes à l'interne. Notre rôle va vraiment être de structurer vos idées pour avancer dans les étapes. Parfait. Je crois que c'est un follow-up à une des premières questions. C'est comment on peut chiffrer la valeur d'une réputation et de l'achalandage? Je peux me permettre une réponse instinctive. Le prix d'une compagnie, c'est toujours le prix que l'acheteur est prêt à payer. Puis si le prix que l'acheteur est prêt à payer ne convient pas au vendeur, il n'y a pas de vente. Donc, c'est pas comme des voitures où est-ce qu'il y a plusieurs transactions identiques qui se font à tous les jours. Ce serait peut-être ça qui me viendrait à l'esprit. Donc, ça arrive souvent des scénarios où est-ce qu'on travaille avec
un vendeur potentiel. Le vendeur pense que ça vaut X, puis finalement, dans certains cas, même après un certain temps, il n'y a pas d'acheteur qui est prêt à payer ce que le vendeur croit que ça vaut. On a d'autres cas, d'autres exemples totalement l'inverse aussi. Des gens qui pensent que leur petite mine d'or vaut moins cher que ce qu'ils pensent, mais une réputation, un stream de revenus régulier, des bénéfices, ça vaut souvent plus cher que ce qu'on pense aussi. Ça fait que... Il y a des évaluateurs d'entreprises qui sont mandatés pour faire que ça. Puis ça va varier d'un type d'entreprise à l'autre. Parfait. D'ailleurs, on a quelques articles sur l'évaluation d'entreprise sur notre blog si ça vous intéresse. Prochaine question. Quelqu'un qui s'est fait dire que s'il y a trop de liquidité, le gain en capital n'est pas possible. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Je te laisse aller, Geneviève. En fait, ça dépend. C'est sûr qu'il y a des règles là, plus complexes là, que j'ai perdu mon oreille, mon écouteur. On peut vouloir, sans aller dans le détail, là, mais on peut vouloir créer un gain capital parce qu'on a laissé trop de liquidité, parce qu'un gain capital va être imposable à 50 au lieu de se verser un dividende. Okay? C'est grossièrement. Mais outre que ça, on ne se qualifiera même pas pour l'exonération pour gain capital, mais on va s'imposer sur un gain capital sur une vente d'actions. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marc-Antoine? Moi, Geneviève, je reviendrai tout simplement à l'exemple qu'on donnait. Là. Dans le fond, dans la présentation, il y avait trop de liquidité dans l'entreprise. On arrivait à 14,49, puis ça l'excluait pour l'exonération sur gain capital pour aller faire certaines choses. Fait que, si j'ai bien compris la question, à mon avis, la réponse est relativement simple. Là. Donc, oui, ça peut exclure. Trop de liquidité pourrait exclure l'éligibilité pour l'exonération sur le gain capital. Et comme vous l'avez vu sur l'exemple, l'exonération est très intéressante. Évidemment, si on a un acheteur qui est prêt à acheter les actions. Puis même dans le cas où on n'a pas un acheteur qui est prêt à acheter les actions, souvent, ça va servir de poids de négociation. Si le vendeur il sait qu'il préfère vendre les actions et qu'il est prêt et qu'il est éligible sur l'exonération sur le gain capital, bien, un acheteur motivé va devoir payer plus cher s'il veut acheter les actifs, puis il va avoir un prix mitoyen qui va se faire entre les deux. Là. Ça fait partie des choses sur lesquelles on aide là, en termes d'accompagnement dans un processus de vente aussi. Super. Il reste seulement 2 questions, mais il y en a une des deux qui est une question un peu plus personnelle. Donc, j'inviterai peut-être la personne à vous contacter, Marc-Antoine ou Geneviève, personnellement. Puis la petite dernière, si on est capable de faire ça rapidement, c'est « Je n'ai pas bien compris comment calculer les 90% des actifs qui permettent d'éviter l'impôt sur le gain en capital. » En fait, 90% des actifs qui vont donner droit à l'exonération pour gain capital, donc éviter l'impôt. En fait, c'est au moment de la vente, et le même test est vrai pour le 50% durant les 2 ans précédant la vente, c'est juste le montant du pourcentage qui varie. Si on va prendre la valeur totale de tous les actifs au bilan, pas nécessairement au bilan, en fait, on va ajouter l'actif incorporel qui n'est pas au bilan, on va prendre la valeur marchande. On va faire le total de ça et on va regarder chaque élément d'actif qui ne serait pas utilisé activement dans l'entreprise pour générer des revenus. Des revenus d'entreprise. On va prendre le montant dans la caisse. Généralement, ça va être ça. Ça va être des placements à la bourse ou ça peut être un immeuble locatif parce que ça génère du revenu passif. Là, il y a certaines règles, là, mais principalement, ça va être ça, des éléments qu'on va cibler. Donc, on va évaluer la valeur marchande et on va diviser ce montant-là par la valeur marchande de tous les actifs de l'entreprise. C'est ça qu'on va, en fait, au moment de la vente, on veut qu'il n'y ait pas plus de 10% d'actifs inadmissibles. Super, donc c'était la dernière question. Super, merci beaucoup pour toutes ces questions qui ont été posées. Donc, le webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup Marc-Antoine, merci beaucoup Geneviève, vous avez été fantastiques. Élodie vous partage ici un petit sondage de satisfaction si vous voulez bien y répondre, c'est important pour nous. Donc, je vais juste l'enlever parce que je ne vois plus
Rien, ok. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons publier un article sur le blog du CETEC pour répondre aux besoins, si vous avez d'autres questions, etc., mais aussi pour vous partager l'enregistrement de ce webinaire. Merci aux participantes et participants pour votre intérêt et votre engagement, puis à une prochaine fois. Merci, ça a été un plaisir d'être avec vous. Bonne Merci journée. beaucoup.